Bienvenue à l'épisode 24 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À notre épisode d'aujourd'hui, nous discutons de benchmarking, ce que c'est, son utilité ainsi que les pièges à éviter. Bonjour Jean-François, bonjour Véronica. Bonjour Véronica, bonjour Éric. Salut vous deux. Bonjour vous deux. Bien écoutez, avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais remercier d'abord, nous prendre un peu de temps pour remercier nos auditeurs qui nous font confiance et qui nous écoutent semaine après semaine. On sait que vous êtes notamment au Canada, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais on découvre aussi qu'on a des auditeurs en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, au Brésil et même en Australie, et ainsi, et bien sûr, dans d'autres pays. Alors, on voulait tout simplement, en début d'épisode, vous remercier d'être avec nous. Dans un deuxième temps, j'aimerais aussi souligner tous ceux qui nous ont écrit, ceux qui ont échangé avec nous pour nous faire part de leurs commentaires et suggestions. Alors, merci à Cédric, Corinne, Anne-Sophie, Luc, Benoît, ainsi que tous les autres qui nous ont fait part de leurs commentaires et suggestions. C'est vraiment apprécié. On l'apprécie vraiment beaucoup. Sur ce, n'hésitez pas aussi à soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme de choix préférée et d'y ajouter vos commentaires et évaluations. Ça nous aide énormément. Ceci dit, l'épisode d'aujourd'hui, mais évidemment, on parle de benchmarking, donc il y a un lien directement avec ce que je viens de dire. On va discuter de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter deux définitions, ou du moins qu'on s'entende un peu sur qu'est-ce que c'est le benchmarking, qu'est-ce que ce n'est pas le benchmarking. Donc, quand on parle de balisage concurrentiel, la première définition serait la définition du Mouvement québécois de la qualité. Ils définissent le benchmarking, le balisage ou l'échantillonnage concurrentiel comme une démarche d'évaluation de produits, de services, de méthodes par rapport aux entreprises les plus performantes pour en tirer des renseignements permettant de progresser. Donc, ça a le mérite d'être clair, d'être succinct. Si on passe dans une deuxième définition qui se rapproche, mais qui est peut-être un petit peu plus riche parce qu'on ratisse un peu plus large, la définition de qualité-performance, qui est le portail officiel de la qualité et de la performance en France. Quand on parle de benchmarking, on parle d'une technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion, les modes d'organisation et d'autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus dans une organisation. Puis évidemment, sur le site, on retrouve différents principes quand on parle de, notamment, trouver au niveau mondial les entreprises ou l'entreprise qui réalise de la manière la plus performante un processus ou une tâche donnée. On parle de se comparer aux leaders qui se positionnent dans le marché, de s'inspirer de leurs idées, de leurs pratiques, de leur fonctionnement, de leurs expériences, afin que nos pratiques d'affaires puissent s'améliorer. Donc, ça cadre un peu le terrain, le carré de sable de notre discussion d'aujourd'hui. Maintenant, passons à la deuxième étape, explorons son utilité. Donc, on sait que les entreprises qui se démarquent ne copient pas et j'aimerais mettre cette phrase-là en contexte quand on parle de benchmarking, évidemment. Ces entreprises-là dominent leur secteur d'activité, mais le benchmarking peut permettre de connaître la performance minimale attendue pour rester compétitif et ça a un effet très positif dans cette perspective-là, notamment. Cependant, il ne faut jamais oublier qu'il faut identifier les facteurs de performance qui sont requis pour dominer un marché, mais il faut tenir compte de ce facteur de différenciation. Je crois que c'est pour ça que c'est important de cadrer le benchmarking dans son contexte stratégique. Trop souvent, l'objectif est de permettre de faire un rattrapage au niveau de la performance ou même, dans certaines mesures, de faire un exercice qui permet de conforter l'équipe de direction dans la performance actuelle. Donc, un renforcement du statu quo, et on sait que le statu quo, c'est pas nécessairement dans une dynamique d'agilité, dans une dynamique d'amélioration du positionnement dans le marché, c'est pas nécessairement ce qu'on vise. Juste une parenthèse par rapport à ça, peut-être un cas que j'ai vécu dans les dernières années, c'était une grande société ici au Canada qui cherchait à faire un benchmarking de ses opérations de centre d'appel et on nous avait abordé en nous disant, on sait qu'on a des bonnes opérations, c'est important pour nous quand même de rendre compte sur notre performance, de voir quelles sont les opportunités d'amélioration. Alors, jusqu'à là, ça allait bien.
Cependant, on nous abordait aussi en nous disant, on connaît avec qui on veut se comparer, on sait qu'on est meilleur qu'eux, et ça va nous permettre vraiment de poser les jalons de comment dans le fond, qu'on mérite nos lauriers. Et c'est là que je m'inscris peut-être en faux, et au final, on n'a pas travaillé avec cette entreprise-là pour la raison très simple. Pour moi, quand on parle de benchmarking, on parle surtout d'aller chercher une comparaison sur des bases objectives. Première des choses. Mais la deuxième, c'est surtout de connaître les priorités stratégiques des autres bases de comparaison. Dans le cas que je parle dans cet exemple-ci, l'entreprise voulait se comparer à des organisations qui n'étaient pas du tout dans le même secteur d'opération et qui n'avaient pas les mêmes enjeux stratégiques, qui ne positionnaient pas le centre d'appel comme étant de même valeur dans leurs opérations. Donc, c'est sûr que si on compare des données opérationnelles au niveau du centre d'appel, on risque d'avoir des mesures qui sont différentes. Ça nous amène à la logique d'interprétation des résultats et surtout de voir comment ces résultats-là peuvent être biaisés par rapport justement au positionnement stratégique de ces organisations. Ça m'amène à un deuxième point par rapport à cet exemple-là, mais c'est évidemment quand on travaille sur du benchmarking, il faut travailler avec le moins de biais possible. On va pouvoir explorer un peu cette question-là tantôt, mais la notion de biais de données objectives est très, très, très importante pour être capable de bien interpréter et de bien pouvoir mettre en œuvre les actions qui peuvent en découler. Ça, c'est le premier élément. Deuxième exemple que j'aimerais vous apporter, c'est comment aussi la notion du benchmarking peut nous apporter des réflexions dans un contexte de make or buy. Donc, dans les organisations, est-ce qu'on fait le choix de fabriquer, de servir ou de faire les opérations par nous-mêmes, ou est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on va faire affaire avec un prestataire de service ou d'opération pour aller complémenter, si on peut dire, nos propres compétences parce qu'ils sont meilleurs que nous. Il y avait un article qui est paru dans MacRumors qui parlait de justement comment que Apple a eu sa réflexion à savoir est-ce qu'ils doivent, en fonction de leurs compétences, développer la puce M1 ou est-ce qu'Apple doit continuer à poursuivre, à s'appuyer sur Intel et leur technologie par rapport au développement de leurs ordinateurs. Et bon, ce que Tim Cook faisait comme référence, c'était en fonction de l'expertise que Apple avait développée par rapport au iPad, par rapport à la maîtrise de tout ce qui était des processeurs, des silicones, mais ils ont décidé de pouvoir eux-mêmes développer un chemin d'intégrer cette capacité-là et de l'intégrer à leurs produits. Donc, ça a généré toute la gamme de produits M1, les puces M1, et les résultats qui s'en sont suivis, qui dépassent les attentes de tous les utilisateurs en termes de performance. Donc, c'est très intéressant de voir comment que ça peut servir aussi de prendre des décisions de make or buy, pas seulement par rapport à des décisions nécessairement opérationnelles que le client ne verrait pas nécessairement. Jean-François, tu as un mot à compléter? Premièrement, on va faire un podcast sur des décisions make or buy. Je pense que c'est trop important. C'est quelque chose que nos clients, les entreprises font pas nécessairement très, très bien. Et surtout, mais je saute sur celui-là parce que je reviens, on a parlé du cas Nokia il y a pas très longtemps, enfin, une chance qu'on en a parlé. Et c'était cette question de est-ce que Apple est une compagnie de téléphone ou pas? On voit que l'entreprise n'a pas hésité très, très longtemps, ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais une fois que cette réflexion-là a été faite, le résultat a été, entre guillemets, probant. Eh bien là, on voit la même chose en termes de est-ce que je dois ou non concevoir mes propres processeurs. Et je retourne à Apple avant. J'ai pas la date en tête, là, mais c'est sans doute aux alentours du début des années 2000, quand Apple a décidé de s'arrêter de s'approvisionner de manière exclusive auprès de Motorola pour les puces de ses ordinateurs, les CPU de ses ordinateurs, et d'intégrer les architectures Intel dans ses ordinateurs. Donc là, on voit qu'Apple continue cette réflexion-là et s'aperçoit que le marché n'arrive pas à aller aussi vite qu'Apple voudrait, et Apple a décidé de prendre le devant et de dire, moi, je vais aller plus loin, je vais concevoir mes propres puces, même si je ne les fabrique pas. Encore une fois, ils font fabriquer, mais ce sont leurs puces qui le font. Donc, c'est un cas extraordinairement intéressant et qui nous ramène à ces questions-là, non seulement make or buy, mais aussi quelle entreprise sommes-nous?
Est-ce que nous sommes une entreprise de puces électroniques? Est-ce que nous sommes une entreprise de téléphone, d'ordinateur? Vaste sujet. Véronica. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que normalement, ou en tout cas généralement, quand moi j'entends parler de benchmarking, on entend souvent plus mentionner le benchmarking comme étant un outil pour s'améliorer et se comparer à nos compétiteurs. Par contre, avec les exemples que vous venez de donner, surtout avec Apple, on voit que ça devient un outil aussi qui nous permet d'innover et non pas juste de s'améliorer d'une manière intégrale, ou pas intégrale, mais incrémentale, mais de vraiment ouvrir des portes vers des horizons qu'on n'avait pas nécessairement touchés dans le passé. Donc, oui, le benchmarking définitivement va aider à se comparer en regardant notre propre entreprise, en regardant nos différentes régions, si on est une compagnie internationale, en regardant les différents pays, comment ils opèrent, comment ils réussissent et quels sont leurs enjeux, regardant les catégories de produits, les catégories de services. Ça nous permet de faire du benchmarking interne. Mais le benchmarking externe se fait dans notre industrie et se fait dans d'autres industries aussi pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs qu'on pourrait adapter. Et quand vous parlez de Apple, par exemple, avec la puce, pour moi, ce que je vois là, c'est qu'ils ont regardé le marché pour voir comment eux, ils pouvaient innover au sein de leur propre entreprise pour amener des choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à maintenant. Donc, la notion de benchmarking devient beaucoup plus large qu'elle a été traditionnellement pour moi dans le passé. Ben, si je prends cet exemple-là d'Apple, évidemment, Jean-François, ce que tu faisais référence il y a quelques années, quand on parlait de make or buy à ce moment-là, il y avait beaucoup une réflexion qui disait quelles sont les compétences que je possède, qui dans le marché possède des meilleures compétences que moi, est-ce que je dois développer mes propres compétences ou est-ce que je dois impartir? Donc, il y avait toute une logique d'impartition. On en a entendu beaucoup parler quand on parlait notamment de réingénierie des processus. C'était toute une gamme de réflexions qui nous amenait à moduler, pas moduler, mais à créer une modularité au niveau de l'entreprise. Donc, en quoi je suis bon, je vais faire des alliances avec d'autres partenaires qui sont très bons dans leur secteur. Et je pense que ce qui est intéressant dans cet exemple-ci, c'est qu'on peut prendre cette même réflexion-là et de revoir, c'est peut-être le temps de réintégrer certaines compétences, réintégrer certaines pratiques d'affaires parce que, évidemment, les organisations évoluent, les organisations se développent, les compétences se développent, on en perd certaines, on en gagne d'autres. Et moi, j'aimerais, dans ce contexte-là, quand on parle de benchmarking, Véronica, tu l'as bien mentionné, il y a des éléments, on peut se benchmarker, on peut faire du balisage par rapport à une dynamique interne, on peut regarder des processus, on peut regarder du balisage concurrentiel par rapport à comment on prend position dans le marché sur d'autres axes. Si on prend toutes ces optiques-là, est-ce que, selon vos expériences et perspectives, c'est encore utile? C'est essentiel. Puis je vais faire une parenthèse avec l'excellence au niveau des prix d'excellence qui sont donnés, que ce soit au Québec ou aux États-Unis ou en Europe. Les grandes entreprises ont une obligation de démontrer dans leur dossier de candidature qu'ils ont fait du balisage pour pouvoir se comparer. Donc, puis je dis pas que les dossiers, que les processus d'excellence organisationnelle sont la clé de tous les succès. C'est pas quoi que les succès sont démontrés, mais le fait que ça m'en fait partie, pour moi, ça dit que c'est absolument essentiel encore aujourd'hui de le faire. Et je crois que dans l'optique où, il y a quelques épisodes, puis là, j'arrive pas à me souvenir dans lesquels, mais on a parlé beaucoup du fait que les industries changent, les concurrents changent de plus en plus rapidement. En fait, c'est la seule constante, c'est que tout va continuer à changer à une vitesse de plus en plus grande. Je pense que le balisage est ce qui nous permet non seulement de rester dans un niveau d'excellence ou de résultats élevés, mais aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'on pourrait intégrer dans notre industrie. Puis on en a parlé que nos compétiteurs ne sont plus nécessairement dans la même industrie dans laquelle nous on œuvre. Le marché se démocratise entre guillemets de plus en plus facilement. Donc, je pense que le balisage est un des outils qui peut nous permettre de faire notre veille concurrentielle dans un sens beaucoup plus large, mais bien entendu, ça nous prend des bons objectifs bien établis et les ressources nécessaires pour le faire. Du balisage, ça prend quand même du temps et ça prend des ressources financières pour être capable de le faire. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, c'est absolument nécessaire encore aujourd'hui. Le point que je note de ce que tu dis, c'est que ça demande quand même une certaine rigueur. Il y a une démarche qui est structurée, il y a des objectifs clairs et il y a une façon de faire. Absolument. Et souvent, ce qu'on voit
en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est que c'est un exercice qui est peut-être abordé avec un manque de rigueur, un manque d'objectifs clairs, avec une ambition, si on peut dire, qui est peut-être pas celle qui nous permet de faire croître l'organisation, mais qui reste dans une dynamique très, très, très fermée on mesure des paramètres très spécifiques, puis on ne veut pas sortir de l'apprentissage qu'on peut avoir là-dedans. Donc, à quelque part, on en fait un exercice pour en faire un exercice et non une opportunité je ne veux pas tant parler d'amélioration, mais une opportunité de créer de la valeur d'une façon peut-être différente. Exact, oui. Et je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Ça fait même partie ça devrait même faire partie des budgets, non seulement marketing, parce que bon, on viendra sur ce terme-là de veille concurrentielle ou que Véronica vient de mentionner, mais il n'y a pas que les produits et les services aussi. Nos processus, nos ressources, est-ce qu'on utilise les bons outils? Est-ce qu'on utilise les bonnes machines? Est-ce que la technologie? Oui, exact, tout à fait. Donc oui, le benchmarking aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. C'est pour moi même, c'est comme la négociation, certaines de ces compétences clés que l'individu doit avoir pour vraiment bien réussir au 21e siècle dans le domaine des affaires. C'est un outil essentiel à tous les niveaux de l'entreprise, de l'individu, en passant par les divisions, les fonctions, les départements, les services, et en regardant tous les aspects, pas juste le front office, les produits, les services, comme je disais, mais aussi les processus et nos ressources aussi. Est-ce qu'on peut benchmarker nos ressources? Ce que nous avons, les ressources humaines, bien sûr, mais les ressources matérielles, les ressources immatérielles, enfin, tout un ensemble de choses. Sans benchmarking ou sans un benchmarking un tant soit peu objectif, c'est très difficile de pouvoir s'évaluer sur le marché ou d'évaluer quoi que ce soit que nous faisons, que l'entreprise fait d'une manière à peu près correcte. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on critique un peu souvent les services publics. On a l'impression qu'ils se benchmarkent pas souvent, eux autres. Et je reviendrai un peu sur cette question-là un peu plus tard. Deuxième aspect du benchmarking, c'est, selon moi, l'expression concrète des plus belles qualités de l'être humain. C'est la curiosité, c'est le partage, c'est, comme tu disais, Véronica, l'apprentissage. On cherche, on veut découvrir, on est curieux, on veut apprendre. Je dirais même que c'est important, aussi important dans notre vie personnelle. Hein? C'est ce que, on pourrait dire, certains individus font lors d'achats importants, par exemple. Ils regardent ce qui se fait de mieux sur le marché pour se faire une idée du niveau de qualité, de performance ou des caractéristiques disponibles qui se retrouvent dans leur, entre guillemets, produit idéal. Ou bien parfois, ils vont jusqu'à louer ou emprunter des produits à leur entourage pour se faire une idée du niveau de qualité ou du niveau de rapport qualité-prix-performance caractéristique de l'achat qu'ils envisagent. Bref, faire du magasinage, c'est faire du benchmarking de manière compétente, inconsciente. Je reviendrai un peu là-dessus. Véronica. Ben, c'est justement ça que j'allais dire. Je t'écoute parler du benchmarking dans notre vie personnelle et je me rends compte que sans y avoir réfléchi, mais vraiment dans le passé, mais on en fait tous du benchmarking, mais c'est juste, c'est presque naturel. Quand on magasine une voiture, ou on veut s'acheter une maison ou quoi que ce soit, ou on veut louer un appartement, exact. On va comparer des choses, on va avoir des idées en tête d'éléments qu'on veut comparer et on le fait. C'est peut-être pas hyper structuré et on le fait d'une manière exact. Très ponctuelle parce que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin, mais on dirait que ça se transpose pas dans une stratégie d'entreprise pour que ce soit fait de manière consciente et en continu. Parce que du benchmarking qu'on fait une fois par année, je suis pas sûre que ça nous donne vraiment les résultats qu'on veut aller chercher, mais d'avoir la cible de qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information, de pourquoi on va la chercher, puis à quoi elle va nous servir, comment on pense utiliser les résultats qu'on va en tirer et d'y allouer des ressources tant matérielles que financières et humaines, c'est ce qui va nous permettre de l'intégrer dans notre quotidien d'organisation. Éric? Mais ce que tu parles, c'est toute la démarche de veille concurrentielle, puis quand on parle de veille concurrentielle, ce qu'on aimerait avoir en organisation, c'est que c'est une démarche qui, à ce moment-là, est permanente. On regarde
on a toujours un regard sur la concurrence, sur les besoins du client, sur l'évolution des jobs to be done. Il y a différents éléments qu'on regarde qui nous permettent de voir comment le marché évolue et comment ça se répercute sur nos opérations. Donc, moi, je passe d'un benchmarking avec des cibles très précises à une dynamique plus organisationnelle, plus stratégique. L'idée, c'est que les organisations le font beaucoup de façon intuitive. C'est les gens de vente qui sont proches des clients, on a du feedback, mais la question qui se pose, encore une fois, dans la même nature que quand on parle du benchmarking, c'est est-ce que dans un cadre de veille concurrentielle, si l'organisation le fait de cette façon-là, qualifions ça d'organique, est-ce qu'on a une démarche qui nous permet de collecter l'information, d'interpréter l'information, de pouvoir évaluer les impacts sur l'offre qu'on a, sur nos opérations, etc. Donc, les mêmes enjeux, je crois, qu'on retrouve au niveau d'une démarche benchmarking qui se dit, je veux benchmarker un élément précis. Si je la transpose par rapport à l'exemple que tu mets, par rapport à la veille concurrentielle, les mêmes enjeux de rigueur, les mêmes enjeux de collecte d'informations, d'interprétation, mais surtout d'en faire un exercice qui n'est pas un exercice ponctuel, mais qui est un exercice omniprésent dans l'entreprise et qu'on a les processus adéquats pour interpréter cette information-là. Aujourd'hui, on est dans une dynamique beaucoup plus fluide et rapide, très différente de quand on parlait de benchmarking il y a 30 ans, non? Jean-François? Oui, tout à fait. Hein. C'est pas continu, c'est au moins périodique ou au moins régulier. C'est un réflexe. Et puis, on parle de veille concurrentielle. On a tendance à benchmarker ce que les autres font au niveau produits et services. Hein. Pourquoi? Parce que c'est là où ça se mesure. Hein. On mesure des parts de marché, on mesure des revenus, on mesure des marges, des choses de cette nature-là. Mais revenons un petit peu plus au sein de l'entreprise. En partant de l'individu, on peut aussi benchmarker les bonnes pratiques à l'échelle de ses collègues. Quand on commence à travailler sur l'organisation apprenante, sur le partage de bonnes pratiques, sur les échanges, la transmission d'informations, c'est une forme de benchmarking sous un autre nom, mais ça en reprend les grands thèmes ou les grandes idées. J'ai d'ailleurs remarqué que les individus les plus performants sur le long terme sont souvent ceux qui partagent. Pourquoi? Sans doute parce qu'ils savent ou ont appris que le succès, c'est pas un jeu à somme nulle. Le succès s'additionne, entre guillemets, au succès. Donc, si je partage quelque chose qui fonctionne, en quelque part, l'organisation va en bénéficier. Au niveau d'un service, c'est aussi important de se benchmarker afin de pouvoir s'évaluer, prendre des bonnes décisions pour savoir par où ou comment continuer à s'améliorer et comment atteindre des objectifs de plus en plus ambitieux. Hein? Ceux qui travaillent au back-office, on va vous demander de faire un petit peu plus avec un petit peu moins chaque année. Sans benchmarking, sans aller regarder autour qu'est-ce qui se fait, les bonnes idées. Pas nécessairement les meilleures pratiques, mais trouver des idées, ça va être difficile. C'est au niveau d'un centre de profit, comme tu disais, Éric, tout à l'heure, ou d'un business, ou d'un centre de profit, que la tâche devient un petit peu plus complexe. Parce que là, se benchmarker implique un grand nombre de processus. Donc, pas seulement les produits, les services vendus, mais aussi comment on les fabrique, comment on les achemine, notre supply chain. Et là, très bientôt, ces questions-là de réduction d'émissions, de développement durable, de durabilité de notre supply chain et de nos opérations, ça va être un peu plus complexe. Donc, finalement, je veux juste dire un petit mot sur les services publics avant de te passer la parole, Éric. Au niveau des services publics, voire même des politiques publiques, ça devient essentiel aujourd'hui, je pense, de réaliser que dans un État moderne, hein, donc les pays du G20, disons, il faut savoir se comparer et se mesurer aux autres et identifier les bonnes, voire les meilleures pratiques, même si tout ça doit être fortement, entre guillemets, contextualisé. C'est sûr que ce qui fonctionne bien en Allemagne fonctionnera peut-être pas au Mexique et vice-versa, mais que ce soit pour les transports en commun, pour les services de santé ou tout simplement immatriculer un véhicule. C'est pas parce qu'on décrète que tel ou tel service est du ressort de l'État ou est un bien public, entre guillemets, que là, ça dédouane nos décideurs et ça dédouane les fonctionnaires de se mettre, entre guillemets, en compétition avec les autres, hein, via
comme tu dis, des benchmarks bien faits, c'est-à-dire un tant soit peu méthodique et objectif et bien cerné. Éric. Je compléterais la discussion qu'on a sur justement de bien comprendre et de positionner le benchmarking. Et je réagis sur ce que tu viens de mentionner quand tu parlais de la dynamique, de comprendre un peu la dynamique organisationnelle. Bon, oui, ça peut être plus difficile, mais je pense que le point qui peut être extrêmement intéressant, c'est de comprendre le modèle d'affaires, comparer un modèle d'affaires par rapport à un autre modèle d'affaires d'entreprise, comprendre les impacts que ça a sur la valeur qui est créée, sur la performance opérationnelle que ça engendre pour les clients. Il y a un contexte. Donc, si on est capable de comprendre le benchmarking et de prendre une lunette et prendre du recul comprendre les différentes composantes, pourquoi qu'elle atteint ces résultats-là, comment qu'elle est composée l'organisation, sur quoi elle a mis son emphase pour créer son facteur d'unicité, comme je mentionnais au tout début, oui. Ben, ça permet de contextualiser un petit peu plus et ça permet surtout de voir dans quelle mesure notre organisation peut vouloir commencer à réfléchir à ben si je veux aller développer la performance sur un segment, si je parlais tantôt par rapport au centre d'appel, ben ça veut peut-être dire que dans mon organisation, ben je devrais pas peut-être impartir mon centre d'appel à une tierce partie. Je vais peut-être vouloir l'avoir à l'interne. Je le dis de cette façon-là parce que dans l'exemple qu'on parlait tantôt, les exemples de comparables il y avait des organisations pour qui ils avaient délocalisé leur centre d'appel. Donc, encore une fois, il y a des choix stratégiques en arrière. Il y a des choix qui ont une incidence sur les coûts, ça a une incidence sur le facteur de désirabilité de qu'est-ce qu'on veut livrer comme valeur à notre client. Donc, ça amène une lunette qui dépasse, à mon sens, juste la dynamique opérationnelle, mais qui rapidement peut prendre une dynamique stratégique et qui peut être vraiment importante pour l'organisation. Dans le deuxième segment de notre discussion aujourd'hui, j'aimerais qu'on focalise sur les pièges à éviter. On a déjà parlé de certains éléments dans la première partie, mais on sait qu'afin de maximiser le potentiel d'un exercice de benchmarking comme source d'information ou de transformation, il faut éviter certaines erreurs. On a parlé tantôt, bien évidemment, qu'il faut articuler une démarche. La démarche, donc, la première erreur serait de ne pas articuler la démarche en tant que telle. On pourrait discuter comme deuxième erreur de ne pas encadrer le champ de recherche, donc que ça reste d'une certaine façon aléatoire. Exact. Un troisième élément, je crois, qui est souvent présent, c'est qu'on se contraint à des sources d'informations disponibles. Donc, notre champ de recherche reste quand même relativement limité et souvent, il y a un biais qui peut s'instaurer, c'est-à-dire qu'on se compare à ceux qui sont moins bons que nous parce que c'est eux qu'on connaît, c'est notre compétition directe qu'on peut connaître. Prendre des résultats comme cible future sans nécessairement explorer le contexte. On en a parlé tantôt par rapport aux stratégies. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Et comme je le mentionnais aussi, en faire un simple exercice de validation pour montrer qu'on est bon, pour montrer que le statu quo va bien. Je pense qu'il y a énormément de valeur qui peut être générée par un tel exercice et en faire un simple exercice de validation, c'est mesurer pour mesurer, se comparer, puis mettre ça au rencard après. Je pense que c'est une perte d'énergie et de ressources et de valeur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si les 3 premières erreurs révèlent surtout du manque d'expérience ou de compétences en la matière, est-ce qu'il faudrait rajouter le benchmarking à la liste de compétences clés de toute organisation? C'est intéressant. Je vais réfléchir à ça. Au troisième, où j'ajouterais, quand tu dis se contraindre aux sources disponibles, moi j'ajouterais manquer d'ambition. Le benchmarking, en réalité, les gens aiment parler de ce qu'ils font et en particulier quand ils le font bien. Donc, il faut pas s'auto-censurer, il faut vraiment aller vers les excellents et leur demander de nous en parler d'une manière, en respectant la confidentialité et ces questions-là. Mais je pense que c'est important d'oser dans ce domaine-là. J'ajouterais aussi, comme tu l'as dit, le faire uniquement de manière ponctuelle ou, entre guillemets, quand ça va mal. Ça nous amène, au contraire, à ces questions-là. Ça nous ramène à l'amélioration continue et au sujet dont Véronica nous parle tellement bien à chaque podcast. Juste une dernière remarque avant de passer le micro à Véronica. Se benchmarker, c'est d'abord et avant tout reconnaître qu'on n'est pas
les meilleurs des meilleurs. Hein, comme dans un certain film hollywoodien, the best of the best of the best of the best. Ceux qui aiment les films avec Will Smith sauront le reconnaître. Et en corollaire, reconnaître qu'on n'est pas les meilleurs, ben, c'est d'accepter de devoir changer ou de reconnaître que le changement s'en vient. Quand j'examine les principales sources de résistance au changement, j'en vois quelques-unes là, qui peuvent nous intéresser. La première, c'est l'identification à la situation actuelle. Donc, par exemple, les gens s'identifient au statu quo, comme tu dis, Eric, parce qu'ils ont contribué à l'élaborer, à l'établir, et pour eux, ça fonctionne bien. Un autre, c'est aussi le rejet de l'étranger, le fameux que j'appelle « not invented here ». Et ça, je m'y suis confronté à plusieurs reprises, moi surtout qui, avec mon background d'ingénieur, travaille avec des ingénieurs, l'ego des ingénieurs. Oui, les ingénieurs ont des égos, pas juste les vendeurs, pas juste les dirigeants. C'est vraiment cette question-là du not invented here, c'est une barrière difficile à franchir. Donc, pour que le benchmark soit utile, il faut faire attention à ces questions-là de changement, à ces phénomènes de résistance, en être conscient avant de lancer des projets de transformation suite à un benchmark, par exemple, défavorable. Donc, il faut garder en tête cette dimension changement qui est importante dans ces cas-là. Moi, Jean-François, j'adore ton « not invented here ». Et ça me fait penser à quand moi, je commence à parler avec des entreprises qui veulent faire de l'amélioration continue et je leur parle de la méthodologie de Lean. La première réponse qu'on me dit, c'est « Ouais, mais nous, on fait pas des voitures ». C'est un peu le même truc que « not invented here ». Exact. Et puis, ce qui est important, puis ça revient au benchmarking aussi, ce qui est important, c'est de ne pas regarder comment l'autre entreprise dans une autre industrie fait nécessairement exactement les choses, mais c'est de comprendre quel a été leur processus d'apprentissage pour se rendre où ils sont rendus aujourd'hui et comment on peut appliquer ce processus d'apprentissage chez nous. Et je crois que le benchmarking est un outil exemplaire pour nous permettre de voir cet apprentissage-là dans d'autres industries et avec des cibles très précises, de pouvoir les transposer dans ce que nous, on fait dans notre organisation. Ceci étant dit, je reviens au fait que ça prend, selon moi, d'aborder le benchmarking sans une approche structurée et continue. Je crois ça nous permet pas d'aller chercher le maximum de l'exercice. Donc, une approche continue peut être la fameuse roue de Deming. Le PDCA peut être une approche qui nous aide à faire du benchmarking tout à fait. en ayant encore une fois un objectif très précis sur les informations qu'on veut aller capter. Je pense qu'on peut aussi utiliser, comme on l'a mentionné tantôt, le benchmarking, de le considérer juste pour les ressources ou pour les processus, c'est une erreur. Je crois que ça a une fonction beaucoup plus stratégique que juste un aspect de qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à bien considérer, à bien établir de pourquoi on veut le faire. Mais mon plus grand point qui, moi, me bloque souvent avec le benchmarking, c'est quand j'entends des gens ou des organisations qui vont dire « Nous, on a fait du benchmarking, ça nous dit que les tops de l'industrie, c'est ça qu'ils font, donc c'est les meilleures pratiques et je vais les copier chez moi. » On en a parlé beaucoup depuis le début du podcast. Comprendre notre culture, comprendre nos valeurs, comprendre qui on est, qui on a dans notre équipe, comment notre équipe travaille, notre technologie, notre contexte, comme tu as mentionné tantôt, Eric. C'est critique. Les bonnes pratiques, les fameuses best practices, c'est fantastique, mais on n'est pas la même compagnie que notre voisin d'à côté. On n'est pas tout à fait pareil, on n'est pas une copie conforme. Puis on ne doit pas l'être nécessairement. Non. Effectivement. Et donc, d'utiliser le benchmarking pour se dire, c'est ça les bonnes pratiques dans l'industrie, on va faire exactement la même chose, je crois que ça nous coupe de court, ça nous enlève des opportunités, ça nous fait manquer des opportunités et ça nous force une transformation organisationnelle qui ne reflète peut-être pas notre réalité, nos valeurs et notre culture d'entreprise. Donc, pour moi, ça, c'est un des points les plus importants à tenir en considération quand on s'embarque dans un exercice de benchmarking. Exact. Et je vais clore ce segment-là en disant que je reviens à l'exemple de Dell, qui a été pendant longtemps le leader en matière d'ordinateurs, de fourniture d'ordinateurs, et qui ne vendait uniquement que par l'Internet. Hein, déjà, à la fin des années 90, le modèle d'affaires de Dell fonctionnait uniquement par Internet, mais le parcours client sur Internet pour acheter un ordinateur Dell était absolument
fantastique, était tellement plus simple et plus intéressant et plus transparent que tout ce qu'on trouvait ailleurs, chez IBM, chez Toshiba, chez HP, Compaq. chez Compaq à l'époque. Ça n'a aucune comparaison possible. J'ai jamais été client de Dell, mais j'ai beaucoup envoyé mes clients aller voir, se benchmarker par rapport au site web de Dell à ces époques-là. Et pour moi, Dell a commencé à décliner sans rentrer dans les questions de end of competitive advantage de Madame McGrath, sur lequel on reviendra encore et encore. Mais je veux pas ouvrir cette parenthèse-là, c'est trop vaste. Mais Dell a commencé à péricliter aussi quand ils ont commencé à décider de vendre dans des départements ou dans des magasins. Ça me fait penser à ce qu'un auteur a déjà écrit il y a de ça plusieurs années. C'est quand on parle de benchmarking ou quand on parle des éléments qu'on aborde, il y a des éléments qui sont des order qualifiers, mais il y a des éléments qui vont être des order winners. Les order qualifiers, c'est le minimum de performance requis par les organisations. Ce que les gens s'attendent comme standard. Exact. Ça, je crois, quand Véronica, quand tu parlais en référence aux best practices, aux meilleures pratiques d'affaires, ben pour moi, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont des order qualifiers. C'est le minimum qu'on s'attend aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous faites livrer par la poste le standard de livraison de colis, ben c'est UPS, c'est FedEx qui l'a, qui vous promet de faire un tracking à la minute près et vous savez exactement quand ça va être livré chez vous. Vous savez que vous pouvez vous attendre un délai de livraison extrêmement rapide. Si vous faites affaire avec une autre compagnie qui vous livre en dedans de 2 semaines et que vous perdez votre colis en cours de route, c'est un bel exemple. Où est-ce que le benchmarking on peut se travailler à améliorer notre performance parce qu'on livre un niveau de performance qui doit être attendu dans le marché. Cependant, il y a des éléments dans notre modèle d'affaires, dans nos opérations, qui sont des order winners. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est distinct et que pourquoi plutôt les clients vont venir nous voir? Et là, c'est extrêmement difficile à comparer parce que chaque organisation va être différente. Donc, il y a des nuances à apporter dans la cible dans laquelle on doit porter attention. Et à mon sens, je rajouterais ça comme peut-être la dernière erreur qu'on peut rajouter, c'est de ne pas faire cette distinction-là dans la nature de l'objet d'analyse que le benchmarking peut avoir. En conclusion de notre épisode, j'aimerais peut-être faire un rappel de certains éléments qui sont importants dans notre discussion. C'est d'abord, le benchmarking, c'est un exercice qui peut permettre d'explorer de nouvelles sources de valeur. Je pense que là-dessus, on s'accorde tous et c'est très clair. Cependant, il est important de cadrer l'exercice dans un contexte stratégique. Il faut comprendre quel sera l'apport de l'exercice au positionnement de l'entreprise. Comme je parlais tantôt, order qualifier, order winner, modèle d'affaires, la valeur qu'on crée pour le client. Faut aussi porter attention à l'exercice. C'est un exercice qui prend du temps, c'est un exercice qui prend des ressources pour être bien réalisé. Et dans ce sens-là, c'est primordial d'éviter les raccourcis et les simplifications. Ça doit être planifié, ça doit être organisé, ça doit être à la limite contrôlé, puis ça doit être assuré. Donc le PDCA, à la limite, que Véronica nous parlait tantôt, ça s'applique tout aussi bien au benchmarking. On vous a proposé par rapport à ça certaines erreurs à éviter. Et peut-être un mot de la fin, Jean-François ou Véronica? Oui, surtout prendre en considération ou au moins écouter les résistances humaines au benchmark, parce que le benchmark peut égaler changement ou voir le changement ou remise en cause de certaines choses. Les gens peuvent s'identifier au processus, aux méthodes actuelles qui sont parfois la fierté des uns et des autres. Donc, l'aspect humain derrière le benchmark, très important aussi. Véronica? Moi, j'ajouterais comme dernier élément, c'est que l'exercice du benchmarking peut être extrêmement valorisant pour l'organisation, mais il peut aussi être très coûteux. Et donc, je pense que c'est important, si on n'a jamais fait cet exercice-là dans notre organisation, peut-être d'être accompagné avec des gens qui peuvent coacher nos équipes à l'interne pour être en mesure de le prendre en main pour les prochaines fois, mais de vraiment pas avoir peur d'aller chercher des gens qui peuvent nous appuyer dans la démarche parce que c'est beaucoup d'argent et de temps à mettre sur des choses qui vont rapporter beaucoup. Mais qui peut être un fiasco total si c'est pas bien entrepris et bien géré pendant la démarche. Exact.
Sur ce, on vous invite à consulter les notes de l'épisode en visitant le site web d'intelliaconsulting.com/épisode 24. On mettra en note les définitions, les références au niveau des différents sites qu'on a parlé tout au long de l'épisode. Et bien sûr, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous fait plaisir d'être présent chaque semaine et ça nous ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous selon vos commentaires, selon votre feedback que vous nous donnez par rapport à nos épisodes. Sur ce, bonne semaine Jean-François, bonne semaine Véronica. Bonne semaine à vous deux. Bonne semaine à vous deux aussi. À la prochaine. Allez, à la semaine prochaine.